Alors, bonjour à tous. Prenez quelques minutes pour vous installer. Le webinaire va débuter à midi. Bonjour Valérie, donc il y a des gens qui me parlent. Bienvenue, bon mercredi. Donc, je profite du moment pour vous mentionner avant les 2 prochaines minutes. Si jamais vous avez des questions techniques, vous pouvez les poser dans le chat. Il y a quelqu'un qui vraiment va être là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, là, si jamais vous avez des petites problématiques techniques, à poser vos questions dans le chat. C'est là pour ça. On va attendre que les personnes se joignent. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter. Dans l'intervalle de la prochaine minute, pour laisser le temps aux gens de venir, de rejoindre la salle, je vais vous lancer un petit sondage. Donc, ça va vous laisser le temps d'y répondre. Donc, je vous invite à répondre à cette question. Selon vous, quels sont les critères d'un projet pouvant être propulsé en mode design thinking? Alors, c'est à vous de répondre. Alors, bonjour à tous. On voit que le nombre de participants grimpe. Donc, on vous invite tout simplement, dans la prochaine minute, à compléter le sondage, la petite question du jour. Également, je tiens à mentionner que le webinaire sera disponible en différé suite à cette rencontre d'aujourd'hui sur YouTube, exactement après la rencontre. Et aussi, la présentation sera disponible sur SlideShare. Donc, je vous invite à répondre au petit questionnaire avant qu'on puisse commencer. Ça ne tardera pas, il est déjà midi. On laisse quelques secondes et on va commencer la rencontre. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, on voit les gens répondre. J'ai hâte de donner le petit feedback, la petite rétroaction. Alors, il est midi et 1. On commence. Alors, il y aura bien sûr, j'en ai au moins pour une quarantaine de minutes au niveau de la présentation avec des notions un petit peu plus théoriques. Et je vais laisser par la suite les gens me poser des questions en live. Ce sera vraiment via le Q&A, donc questions-réponses. Je vais vous inviter donc vers 12h40 à pouvoir me poser vos questions. Parlant de questions, on va regarder ce que vous avez répondu, donc concernant le petit quiz du jour. Donc, la question était, selon vous, quels sont les critères d'un projet qui peuvent être propulsés en mode design thinking? Donc, vous avez bien sûr bien compris la faible quantité de données disponibles, c'est tout à fait vrai. La curiosité des gens à apprendre également. Une vision claire de la solution. Bon, c'est un petit piège, celle-là. Je dirais plus une vision claire sur un objectif à atteindre. Hein. On veut, bien sûr, là, pas débuter le processus en mode solution. Le besoin d'optimiser un processus qui est critique
Peut-être aussi également un petit piège dans tout ça, parce que souvent, effectivement, que l'entrée en matière n'est pas le processus comme le besoin de créer plus de valeur pour les gens. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines minutes. La volonté de trouver des solutions définitives à un problème. Alors, c'était effectivement un autre petit piège. En termes de solutions, effectivement, je vous promets qu'on va en trouver. Définitive, je dirais plus qu'on va trouver des solutions qu'on va faire évoluer en mode itératif. Donc, c'est vraiment la nuance qu'on va apporter ici. Le contexte VUCA, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, ça veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, je pense qu'avec la COVID-19 actuellement, je vous confirme qu'on est dans le contexte VUCA. Et pour vous donner l'heure juste, c'est qu'on a même utilisé le design thinking pour aider les entrepreneurs à faire des pivots dans leur organisation pour trouver des nouveaux besoins ou répondre à des nouveaux besoins changeants auprès de leur clientèle. Donc, c'est excellent design thinking dans un contexte VUCA. Alors, voici ce que vous aviez répondu et les feedbacks que je vous ai partagés. Sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma présentation. Alors, vous êtes maintenant 65 personnes ce midi. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à la rencontre d'aujourd'hui. Je sais que tout le monde est bien occupé, donc j'apprécie beaucoup. Dans un premier temps, donc, prendre le temps de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Catherine Landry. Au niveau de mon profil académique, donc j'ai un bagage qui est vraiment mixte. Donc, moi, j'ai commencé dans le monde du génie industriel et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic que les entreprises sont capables de mettre des gens ensemble dans l'organisation pour réinventer des processus, pour les améliorer, les perfectionner. Donc, ce que je trouvais, moi, qui était un petit peu manquant, c'est vraiment l'emphase sur le client, sur l'humain. Donc, j'ai continué par la suite mon cheminement au niveau des ressources humaines pour travailler vraiment sur des projets centrés sur les personnes. Et j'ai développé par la suite le deuxième cycle en gestion de la formation parce que l'apprentissage, pour moi, c'est le nerf de la guerre dans une organisation. L'apprentissage individuel, c'est une chose, mais l'apprentissage organisationnel, c'est vraiment ce qui me motivait le plus, ce qui fait que j'ai 16 ans d'expérience dans le domaine du développement organisationnel. L'innovation, depuis spécifiquement plus de 5 ans et demi environ, je suis cofondatrice de l'entreprise Lidéo, où on utilise principalement le design thinking et nous aidons les organisations à apprendre, parce que c'est ça le fil conducteur de mon processus, à apprendre sur ce qui compte le plus pour les clients, pour les employés, c'est de trouver un équilibre entre l'expérience client et employé, puis comment on peut faire pour créer plus de valeur. On va regarder ça aujourd'hui. Il y a un outil, entre autres, que je veux vous parler qui s'appelle le Job to be done, qu'on va regarder un petit peu plus en détail, qui est vraiment le point central quand tu veux créer de la valeur dans une organisation, dans un service. Mes inspirations. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est puriste dans la vie et mes 3 sources d'inspiration les plus marquantes, c'est mes dernières formations. La certification que j'ai faite en 2015 à l'Université de la Virginie en Design Thinking et Innovation et l'an dernier, donc, au MIT sur comment propulser l'innovation grâce à l'écosystème. Ça aussi, ça fait vraiment partie de mes sources d'inspiration. Il y a bien sûr l'approche Design Sprint qui a été popularisée par Google Ventures qui se trouve au cœur de mes sources d'inspiration. Donc, je tiens à le mentionner. Aujourd'hui, ce que je vous présente, ça ne vient pas juste d'une approche. C'est un petit peu ma façon, ma vision d'aller chercher l'ensemble de mes compétences dans le passé, plus ces sources d'inspiration-là pour les croiser ensemble, les combiner, d'aller chercher le meilleur selon les projets et les opportunités. Alors, l'agenda aujourd'hui, c'est simple. On va regarder la définition, on va revenir vraiment au fondement du design thinking. On va regarder comment l'empathie permet de générer de la valeur. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. À chaque fois que j'ai un mandat, je pars le processus pour développer de l'empathie, puis on va regarder qu'est-ce que j'entends par développer de l'empathie, puis comment on fait ça. Aussi, on va regarder le cadre de référence d'une démarche en design
thinking à très, très haut niveau. Et surtout, je vais mettre l'emphase sur les conditions de succès. Parce que sans ces conditions de succès-là, c'est un peu risqué de se plonger dans un projet en design thinking. Il y a évidemment une petite étude qui m'a fait beaucoup sourire, en tout cas beaucoup plaisir dans les derniers mois, qui mentionnait que le design thinking était la compétence la plus critique à développer pour soutenir les transformations, les virages technologiques. Et j'étais contente, bien sûr, parce que c'est mon domaine, mais pas juste pour cette raison-là, parce que je peux observer quotidiennement dans mes mandats que lorsque les équipes travaillent en mode design thinking, ce qui arrive, c'est qu'ils sont en train de développer en même temps la capacité à innover, sont en train de développer en même temps la collaboration, la capacité à être en synergie, l'adaptabilité. Vous allez voir tantôt que ce n'est pas de tout repos se lancer dans un projet comme ça. Ils travaillent donc l'ensemble de ces compétences-là que je pourrais nommer une après l'autre, et ça, juste en prenant un projet qu'ils travaillent ensemble. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une compétence qui est critique à développer, certes, mais aussi très stratégique dans une organisation, puis d'autant plus dans un temps. On parlait de VUCA tantôt, on est les deux pieds dedans, donc c'est deux fois plus important de la développer de nos jours. Les gens me posent souvent la question, c'est quoi la différence, dans le fond, entre les approches analytiques linéaires versus le design thinking? Bon, sans vouloir faire vraiment la comparaison, là, puis de passer à travers tous les points, je dirais qu'il y a deux éléments qui sont différents. Première chose, bien, souvent, en prenant un projet centré sur l'humain, donc on ne parle pas d'un processus. Tantôt, on l'a regardé, souvent, les gens ne vont pas dire « Oh non, il faudrait optimiser ce processus-là. » Oui, mais ce qui préoccupe beaucoup le design thinking, ce n'est pas le processus, c'est comment l'humain navigue à travers un certain parcours. Le processus va être là en arrière-scène pour soutenir ce parcours-là. Donc, on a besoin en design thinking de possibilités illimitées aussi. On ne veut pas se limiter à une solution en particulier. On veut faire de la co-création, puis dire un peu comme « sky's the limit ». Bien sûr, on est en organisation. Bien sûr, il y aura des contraintes. Il y a évidemment des résultats qui sont attendus, des indicateurs de succès, des objectifs à atteindre, mais par contre, au niveau des solutions, ça prend aussi un leader qui va être en mesure de dire « Allez-y, groupe, tout est possible, amusez-vous ». Et quelqu'un qui va l'incarner vraiment avec beaucoup de crédibilité, c'est super important. L'empathie client est au centre. Donc, au lieu d'aller regarder les faits, les données, les mesures, c'est pas ça qui est le driver numéro un, si je peux dire. Ce qui motive le plus les projets, c'est d'aller vraiment à la rencontre des gens et d'utiliser ces données-là qui sont plus qualitatives dans un premier temps pour faire un portrait de la situation. Une autre différence importante, c'est qu'en design thinking, on ne veut pas créer le projet parfait au début. On veut bien sûr développer une vision à long terme, mais on va vouloir le faire évoluer en mode itératif, le projet, de commencer avec un MVP qu'on va être par la suite capable de tester, d'améliorer, et vous allez voir que finalement, ça va évoluer énormément dans le temps. L'apprentissage le plus important, je dis toujours, si on trouve une solution, on échoue, c'est pas grave, l'équipe aura appris, l'équipe aura fait des apprentissages très significatifs et très importants, et ça, il ne faut pas l'oublier, qu'on doit apprendre dans une organisation. Première mise en garde, premier avertissement, lorsque je commence des projets, je dis à l'équipe de projet, regardez ce que vous allez vivre au début du processus. C'est un tourbillon, c'est le chaos et on ne s'en sort pas. OK? Fait qu'oubliez ça, le fait d'avoir des réponses dès le jour 1, ce n'est pas possible. À partir du moment qu'on aura plus la ligne droite que vous voyez, c'est parce qu'on aura probablement un prototype qu'on sera en mesure d'aller tester avec des premières réponses. Là, on va se sentir vraiment qu'on tient quelque chose de très concret, tangible, mais c'est tout à fait normal, le processus qui vient avant.
Il passe de la divergence d'idées à la convergence d'idées. Et avant que ça se précise, cette boucle-là est tout à fait normale. Donc ça, n'oubliez pas de le mentionner. Ça rassure les gens de savoir que c'est normal de vivre ce chaos-là. Si vous ne les avertissez pas, ça se peut qu'ils vivent un petit peu d'anxiété. L'autre caractéristique des projets en mode design thinking, c'est que, bon, je l'ai mentionné tantôt, il y a vraiment une alternance entre le côté analytique et le côté créatif. Et ça, c'est l'art du facilitateur, du concepteur, de trouver l'équilibre. À quel moment je dois permettre aux gens, par exemple, de dégager le portrait 360 degrés. Donc, la fameuse vision holistique, la capacité d'avoir un objectif clair sans, par ailleurs, avoir les solutions à l'avance. Aussi, d'inviter les gens, parce que là, on est dans un contexte que j'ai mentionné tantôt. On est dans un contexte qu'on n'a pas nécessairement les réponses en date d'aujourd'hui. On n'a pas les solutions. Mais par contre, on a des gens qui ont de l'intuition. On a des gens qui ont du flair, qui sont capables de dire je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là. Ça, c'est sûr, c'est des hypothèses. Il faut les traiter comme des hypothèses à aller valider, mais il faut quand même faire confiance à cette source d'inspiration-là. Donc, c'est là qu'on connecte vraiment le cerveau créatif avec le rationnel. Parce que c'est sûr qu'il faut aller se valider puis aller chercher de la donnée sur le terrain et utiliser tout ce qui est BI dans l'organisation pour essayer de faire la combinaison entre les deux pour avoir un dossier qui est encore plus fort. Donc, en résumé, ce que c'est l'approche design thinking, c'est vraiment une approche de résolution centrée sur les besoins des personnes. On veut vraiment innover. L'intention, puis c'est d'innover puis de collaborer. Il faut aller chercher les bonnes personnes. On va regarder ça tout à l'heure. Celles qui ont, bien sûr, l'expertise, hein, parce que ce qu'on veut, c'est d'aller chercher une variété d'expertise pour résoudre un problème qu'une seule personne ne serait pas capable de résoudre. Et ce qu'on veut, c'est ça la difficulté par ailleurs pour un concepteur ou un facilitateur, c'est qu'on veut créer de la valeur pour multitude de personnes. Donc, pas simplement pour les employés, pas simplement pour les clients, mais aussi, on est beaucoup dans ce monde-là, dans cette ère-là de créer de la valeur pour la société, puis bien sûr pour l'organisation. Donc, trouver des solutions qui vont répondre à ces quatre principaux acteurs-là, ça demande une compréhension très, très fine de l'approche et des outils qui sont possibles. Donc, la première étape, il faut trouver ce qui fait mal. C'est comme ça que je l'explique en formation. Il faut trouver le problème, il faut le clarifier. La complexité, c'est que ce n'est pas une démarche linéaire. Donc, ça veut dire qu'on peut être rendu à l'étape de l'idéation et se rendre compte qu'on doit revenir en arrière, faire de la clarification et faire des recherches parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas été au bout de la question. Donc, c'est un petit peu l'essai-erreur, ça fait partie, dans le fond, du processus. Maintenant, donc, ceci étant dit, poser une petite question. J'aime ça, rendre les choses un petit peu dynamiques. Donc, allez-y avec la deuxième question. On l'a mentionné tout à l'heure, une question facile. L'approche design thinking repose sur un processus linéaire ou pas? À vos votes. Vous êtes maintenant 79. Wow! Bienvenue tout le monde. Donc, peut-être que pas tout le monde avait eu le temps de répondre, mais merveilleux. Très bonne, vous m'aviez écouté. On n'est absolument pas dans un processus linéaire et ça, c'est très important de le comprendre. Et souvent, les organisations, lorsque vous allez vouloir lancer un projet en mode design thinking, vous allez devoir faire de la sensibilisation là-dessus. C'est vraiment possible de dire, oh, on pense avoir la solution, mais finalement, on l'a testé, la solution, et les utilisateurs, c'est pas vraiment le son de cloche qu'ils nous donnent. Donc, il faut revenir en mode d'idéation. Ça, c'est difficile quand même à vivre pour une équipe, mais il faut l'accepter. Ça fait partie de la démarche. Donc, plus
continuer. Parfait. La puissance des entrevues. Première étape d'un projet, c'est de rencontrer des personnes qui sont bien sûr au cœur de la recherche qu'on tente à faire. Et j'aime beaucoup montrer cette image-là pour montrer la force des entrevues ethnographiques. Pour 10 personnes que je rencontre, je dégage une centaine de découvertes, puis c'est des vérités, hein, dans le sens que c'est la réalité des personnes. Et ça, là, c'est incontestable, le fait d'aller rencontrer des clients internes ou externes et de faire une synthèse de ce qu'on a appris auprès d'eux, c'est incontestable. Ça vient de la bonne bouche, finalement. Donc, on ne peut pas dire « Ah, non, on pense qu'on ne veut pas aller dans ce sens-là ». Je pense que c'est la façon de partir tous les projets en étant groundé. Puis par la suite, ce que je fais, c'est que je vais aller vérifier les sondages qui ont été faits, sondages clients, les enquêtes qui ont été faits massivement, et je vais faire du croisement de données. Mais je vais toujours recommander aux équipes de projet de débuter avec vraiment la recherche ethnographique, donc qui consiste à rencontrer idéalement par de l'immersion, d'aller sur le terrain, si c'est possible, de leur parler tout simplement à distance. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas rencontrer non plus des gens qui ont tous le même profil. Donc, je recommande toujours d'aller chercher les points extrêmes. Par exemple, si on voudrait rencontrer des clients, il ne faut pas aller rencontrer juste nos promoteurs. Il faut aller vraiment se permettre d'aller chercher les détracteurs ainsi que les promoteurs pour avoir l'ensemble de la représentativité. Donc, le plan d'échantillonnage va être très important. Ça va se faire là, en fonction de la problématique et ce qu'on cherche à vouloir obtenir comme résultat dans la démarche. Puis par la suite, ça va être de rédiger les bonnes questions d'entrevue. Parce que c'est beau les rencontrer, mais encore faut-il être en mesure de leur poser les bonnes questions. Et ça, c'est un art, puis ça vient avec le volume. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une approche qui est facile, ce n'est pas une approche qui s'apprend nécessairement facilement, mais lorsqu'on comprend, il y a des façons de faire, comme par exemple utiliser le storytelling, laisser la personne raconter son histoire, ça a une valeur exceptionnelle. Et surtout de questionner par rapport à la situation actuelle. Donc, souvent, les gens, ils vont poser des questions sur ce que les clients aimeraient avoir. Et moi, je dis c'est l'erreur. Ce qu'on veut chercher à savoir, c'est la réalité actuelle. Puis la situation future, on aura bien le temps d'y penser puis de se pencher sur ça. Et lorsqu'on veut se préparer à rencontrer les gens, ça prend un plan de match. Puis, il ne faut surtout pas oublier d'aller rencontrer les gens externes et il faut éviter de tomber dans le piège de rencontrer juste des gens internes. Première affaire qu'on va se poser comme question, c'est quoi que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux approfondir? Vous voyez tantôt le lien avec mon profil puis l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que je veux apprendre? Et ensuite, je vais me demander qui dois-je rencontrer finalement? Qui détient cette connaissance-là? Et ensuite de ça, je vais dire où je vais trouver ces personnes-là. Est-ce que c'est à l'interne, c'est à l'externe? Puis finalement, je vais aller décliner les questions et les enjeux que je veux explorer avec cette personne-là. C'est vraiment un plan de match qu'on se fait en collaboratif en début de projet. Maintenant, je parlais d'empathie tout à l'heure. Comment on peut faire pour développer de l'empathie? Comment développer de l'empathie à 360 degrés? Donc, c'est vraiment en étant à l'écoute de ce que la personne cherche à vouloir faire. C'est quoi ses motivations premières? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait mal? C'est quoi ses irritants dans sa situation actuelle? Mais c'est quoi qu'il dit aussi? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il voit? C'est pour ça qu'on dit que c'est à 360. Parce qu'on ne se contente pas juste de regarder qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, c'est évident. Mais là, tout ce qui vient autour est vraiment important à capter. Je vais vous donner un exemple très, très simple, un exemple personnel, juste pour vous illustrer le tout. Bon, dans mon ancienne vie, donc avant la COVID-19, j'allais régulièrement travailler à Montréal, au moins aux 2 semaines. J'avais le choix.
J'avais le choix entre prendre ma voiture, que j'adore, que je trouve super confortable, et ou le train. Et pourquoi j'ai choisi le train? Ben regardez, c'est pas parce que je préfère ma voiture, évidemment, c'est parce que j'avais une motivation profonde qui était d'optimiser mon temps de déplacement. J'avais besoin de travailler pour pas perdre 6 heures dans cette semaine-là, parce que c'est ce que ça représente au minimum là, pour prendre la voiture. Mes points de douleur, ben, par rapport à l'utilisation de ma voiture, ben, c'est le stress, la fatigue, c'est la perte de temps, évidemment. Si on regarde qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, bon, ben pour le train, par contre, il faut que je fasse un compromis. Là, je me lève plus tôt pour me rendre à la station. Ce que je dis aussi, c'est que je veux être professionnelle, c'est-à-dire que si j'ai une rencontre client à midi, je vais avoir la certitude que j'arrive à midi. Qu'est-ce que je vois? En même temps, je voyais des bouchons de circulation. Là, ça s'applique moins, mais j'en voyais et ça, ça me préoccupait beaucoup. Puis, maintenant que j'étais, bien sûr, dans le train, confortable, ben, ce que je constatais aussi, puis ce que j'entendais, c'était des gens qui sont à mon écoute, qui sont à mon service après une journée de travail, qui me demandent qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux boire dans la classe d'affaires. Merveilleux, c'est beaucoup de services comme ça qui offrent que je n'ai pas en prenant ma voiture. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là, cette anecdote-là? C'est qu'il y a une théorie qui s'appelle le job to be done qui est très connue au niveau du monde de l'innovation, qui j'utilise beaucoup pour faire basculer vraiment la vision de certains projets dès le départ. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut améliorer les produits, les services. Alors que ce qu'il faut améliorer, c'est plus la deuxième couche, c'est plus au niveau de la motivation des personnes à avoir recours à ces produits ou à ces services-là. Donc, dans mon cas, qui était beaucoup plus tout ce que le train me permettait de faire et que l'auto ne me permettait pas de faire. Donc, ce qu'il faut arriver à capter dès le début des projets que vous avez, c'est ce que le produit génère comme valeur ajoutée auprès de vos clients, des clients ou des utilisateurs. Et ça, c'est pas la pointe du iceberg. Je m'explique avec un autre exemple très concret. La pointe du iceberg pour un fumeur serait de penser que ce qu'il souhaite faire, c'est arrêter cette dépendance. Et pour une compagnie pharmaceutique, la solution serait sans doute de créer ou d'améliorer le produit des patchs nicotine. Par contre, dans une démarche de design thinking, ce qu'on pourrait se rendre compte, c'est le pourquoi. Le pourquoi que la personne cherche à cesser cette dépendance-là, c'est pour adopter un mode de vie sain. Donc ça devient le nouvel objectif, par exemple, du projet. Pas d'aider les gens à cesser la dépendance, bien sûr, aider les gens à adopter un mode de vie sain. Et donc, une des solutions qui pourrait être judicieuse dans ce cas-ci serait, par exemple, de créer un centre de soutien virtuel avec des professionnels de la santé. Et vous voyez donc les deux niveaux. Et ça, c'est vrai dans tout, que ce soit avec des systèmes informatiques, on le fait dans une multitude de projets. Cette théorie-là, vous ferez des recherches sur Google, elle est peut-être au début complexe quand même à se l'approprier, mais une fois qu'on a vu vraiment la force, pour moi, c'est un outil là, que j'adore, que j'utilise presque systématiquement dans mes projets. Donc, une fois qu'on a compris un petit peu le What's in it for me, donc la motivation première qui est attendue derrière les projets, d'un point de vue humain, donc, que ce soit les employés, que ce soit les clients externes, là, on peut se diriger en mode idéation. Et c'est souvent là que les organisations échouent, dans le sens qu'ils se lancent immédiatement en mode idéation, puis ils n'ont pas fait la phase de clarification super bien. Donc, quelques pièges à éviter lorsque vous voulez vraiment faire de l'idéation en groupe. Premier piège, ça serait de trop superviser, parce que ça tue la créativité. Donc, si vous avez un groupe,
Faites attention à la hiérarchie aussi. Il faut vraiment mettre des conditions de succès pour dire s'il y a vraiment des postes de tous les niveaux dans l'organisation, mais il faut mettre la table sur des règles du jeu qui vont permettre aux gens d'oublier leur rôle pour se concentrer vraiment sur la mission. Le fait de trop discuter aussi, ce serait un autre piège à éviter. Et ce que je fais pour pallier à ce piège-là, une des conditions de succès que je fais maintenant, c'est que je laisse toujours un temps aux gens de prendre un moment individuel, un moment de réflexion en individuel pour faire l'effort de sortir des idées. Et ensuite, je donne la parole à tout le monde. Donc, ce n'est pas juste les personnes qui sont les plus expressifs qui prennent le lead de la séance, mais au contraire, chacune des personnes a le même temps de parole et peut s'exprimer également. Ça, c'est clé, c'est super important. Un autre des pièges à éviter dans les séances d'idéation, c'est la paresse sociale. On le dit, hein, si on voit, par exemple, Jonathan qui est en train de travailler, Jonathan, il a ça en main, donc on va se la couler douce entre-temps, hein? C'est pas le moment de vouloir trop faire d'efforts. Donc, ça, c'est un piège. Il faut toujours s'assurer que tout le monde a une tâche à faire et que tout le monde est actif. C'est le rôle également du concepteur et du facilitateur de voir cette question-là. L'autre piège à éviter, c'est l'anxiété sociale. Donc, l'anxiété sociale, évidemment, si je perçois, moi, je suis dans un groupe, je perçois qu'il y a quelqu'un qui a des compétences qui sont supérieures, c'est sûr que je vais pas parler ou je vais même me refermer et je vais écouter cette personne-là. Donc, faites attention à ça, à la constitution des groupes dans les séances d'idéation, c'est vraiment primordial. Le maillon le plus faible. J'explique toujours à la blague ce phénomène-là pour faire une comparatif. J'ai commencé à faire du vélo de montagne, ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ans. Et moi, je suis accompagnée de gens qui en font depuis 10-15 ans et je suis le maillon le plus faible. Donc, inévitablement, le groupe me suit. Et c'est exactement le même phénomène que vous allez voir dans les séances d'idéation. Donc, faites attention aussi au niveau de l'uniformité, l'homogénéité, des compétences qui seront autour de la table parce que, je vous le dis, vous irez aussi loin que le plus faible des participants. L'effet limitatif, c'est tout simplement aussi qu'il faut respecter la balance entre le temps de parole, le temps d'écriture, le temps d'écoute, parce qu'on ne peut pas faire tout ça en même temps en équipe. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, de prévoir du temps de réflexion et du temps pour que chacun puisse, à tour de rôle, s'exprimer, c'est essentiel. On va se diriger, dans le fond, immédiatement dans les prérequis. Donc, dans le webinaire, j'ai mentionné qu'on allait parler au niveau des conditions de succès. On est déjà rendu là. Essentiel de s'entourer des leaders, des bons leaders. C'est essentiel d'avoir un ambassadeur dans ces démarches-là, OK? Parce qu'ils vont vous donner le feu vert pour ouvrir sur toutes sortes de solutions et ces personnes-là doivent rassurer le groupe que c'est possible. Parce que les gens pourraient dire « Ah, on l'a déjà essayé, on a déjà essayé de travailler ce dossier-là, donc il y a un scepticisme qui va se mettre naturellement. » Mais là, le leader crédible là, qui va venir dire « Là, aujourd'hui, on veut vraiment votre participation. C'est vraiment un moment qui est important. Puis je suis là pour protéger la démarche. Puis n'hésitez pas à venir me voir, c'est quoi que ce soit. » Donc, il va vraiment motiver les troupes, mais aussi il va protéger la démarche. Ça va prendre aussi un leader un petit peu plus décisionnel. Je vous partageais tout à l'heure la courbe du fameux chaos qui est inévitable. Mais dans la salle, ça va prendre un décideur qui va vous dire, à un certain moment, l'équipe ne saura pas trop sur quel pied danser. Ce n'est pas le rôle du facilitateur de dire tournez à droite, tournez à gauche. C'est au rôle du décideur de le faire. Donc, lui, il est dans la salle, puis si l'équipe est en impasse, c'est à lui à dire dans quelle direction naviguer. Deuxième condition de succès, le choix de la bonne problématique. Si vous amenez une problématique
où c'est pas vraiment, on sait que c'est pas vraiment important pour l'organisation. On sait que ça n'empêche pas de dormir le président ni les VP. Je vous dirais, c'est bon peut-être pour expérimenter, mais si on veut vraiment changer radicalement le cours des choses, si on est vraiment dans un projet d'innovation, cerner la bonne problématique, cerner là où ça fait mal et vous allez voir que vous allez avoir l'appui des bonnes personnes. Non seulement l'appui, mais vous allez avoir aussi la motivation des participants à se dépasser dans les séances d'idéation. Vous allez voir que c'est là que la magie va opérer, parce que si un problème qui est apporté, par exemple, j'ai déjà vécu un problème qui n'était pas vraiment si critique que ça, bien, vraiment, ça transparaît dans les résultats de l'équipe. Les gens le savent et le comprennent. Créer un sentiment d'urgence. Hein? Pourquoi nous, comme équipe, on travaillerait très, très fort dans un sprint d'innovation alors qu'il y en a 1001 projets en cours dans l'organisation? Pourquoi celui-là serait le plus important actuellement? Donc, c'est aussi toute la crédibilité du projet qui en repose. Votre leader, que je parlais tantôt, votre leader ambassadeur doit être capable de susciter, de créer ce sentiment d'urgence-là. Et même si ça fait des années que le projet est attendu puis que ça ne s'est pas fait, ce leader-là doit absolument le créer et avoir cette habileté-là de le créer. Quatrième condition de succès, le recrutement des bons participants. Bien sûr qu'on va recruter sur la base de l'expertise parce que c'est la variété, je l'ai mentionné tantôt, c'est la bonne combinaison d'expertise qui va permettre de résoudre un problème complexe qui est multidimensionnel. Bon, ça, c'est un fait. Par contre, faites attention, il y a aussi les soft skills qui sont super importants. Donc, ne mettez pas dans la salle des gens peut-être qui ont des égos trop forts parce qu'on n'est vraiment pas là pour avoir soit raison, pour défendre son idée. On est vraiment là dans un objectif qui est collectif, collaboratif. Donc, ce qu'on cherche d'abord et avant tout dans tout ce processus-là, c'est d'avoir des participants qui ont les deux, l'expertise et les compétences douces, là, les soft skills. Cinquième condition de succès, identifier les gains rapides. Si votre projet est orienté trop dans le futur, même si votre vision elle est très claire, très articulée, tout est bien décortiqué, c'est trop parfait. Hein? C'est trop complet. Il va falloir aussi être en mesure, dans le cadre d'un projet comme ça, de dire par où on commence. C'est quoi nos gains rapides en anglais? C'est quoi nos quick wins? Les organisations ont besoin de ça. Et de toute manière, il faut commencer par ce qu'on appelle le MVP en français, donc le produit minimum viable, qu'on va venir tester pour venir faire évoluer la solution jusqu'à une solution qui va être beaucoup plus complète, complexe et qu'on va réussir à réaliser à plus long terme. Ne sous-estimez pas donc l'importance de créer des gains rapides dans les projets design thinking, même si c'est des projets d'innovation, on doit voir des livrables rapidement. Faites participer l'écosystème, c'est peut-être un petit peu ça que je vois le moins encore fréquent dans les habitudes des clients. De mes clients, je les invite beaucoup à sortir de leur propre organisation, d'aller chercher des influenceurs dans les séances d'idéation, de faire participer les clients dans la phase de clarification. C'est essentiel. Donc, faire même intégrer des entrepreneurs, des startups dans tout ce processus-là. Ne vous gênez pas. Et c'est vraiment la force de ces interactions-là qui vont créer et susciter de l'innovation. J'achève avec les conditions de succès, puis par la suite, je vais être en mesure de répondre à vos questions. Je vois qu'il y a des gens déjà qui lèvent la main. On y arrive dans quelques minutes. Gardez vos questions. Le numéro 7, injecter une bonne dose de rigueur. Donc, c'est
probablement, j'aurais aimé ça le mettre en numéro 1, là, mais la rigueur dans des processus itératifs, dans des processus créatifs, c'est primordial. Donc, ça, c'est le rôle du facilitateur puis du concepteur de penser à un scénario, à une scénarisation très, très rigoureuse, qui connaît très, très bien la façon d'articuler des objectifs et des résultats à atteindre et d'avoir une gestion du temps à travers ça rigoureuse, d'annoncer les couleurs dès le début. Je vous le dis, les gens, on réalise dans des sprints d'innovation ce que normalement en entreprise, ça peut prendre des mois, des années à vouloir émerger. On a réussi à le faire en quelques jours. Pourquoi? Parce que tout est bien ficelé et on comprend la problématique et on a les bons joueurs autour de la table, puis chacun a son droit de parole. Donc, on réussit à le faire rapidement parce qu'on met ces conditions de succès-là ensemble dans un temps condensé. Dernier point par rapport aux conditions de succès, intégrer rapidement les équipes opérationnelles. Dans les meilleures pratiques, ce qu'on dit, c'est que dans les organisations, il doit y avoir 80 des projets. Donc, le portefeuille de projets devrait être constitué à 80 de projets reliés à l'exécution, donc au core business. Toutefois, l'autre 20 c'est vraiment les projets que je vous parle tantôt, les projets plus d'innovation qu'on veut changer un petit peu plus radicalement le cours d'histoire, changer la direction du voilier, hein, plus que de faire avancer le voilier. Mais par contre, n'oubliez pas que les équipes qui travaillent à changer la direction du voilier doivent intégrer ceux qui auront tôt ou tard à l'intégrer, cette innovation-là, d'un point de vue opérationnel. Donc, si vous ne les intégrez pas dans le processus, vous êtes en train de créer un autre silo. Et c'est absolument pas ça qu'on veut faire. Donc, il faut les intégrer, moi, je dirais, au moment où on présente les prototypes, au moment qu'on va tester les prototypes avec les utilisateurs et qu'on a obtenu des résultats après ça, aller rapidement mobiliser les équipes opérationnelles, présentez-leur les solutions, engagez des conversations avec elles, faites un plan d'opérationnalisation avec eux. C'est primordial. Sinon, votre innovation, votre idée, elle va rester sur une tablette. Puis c'est absolument pas ça qu'on veut créer. C'est tout le contraire. Alors, c'est le moment. Si vous avez des questions à me poser, gênez-vous pas. Avant, je veux juste en profiter, avant toute chose, pour vous dire, aujourd'hui, c'est un petit aperçu, un survol. Je ferai le 12 et le 19 juin 2 séances un petit peu plus spécifiques sur les sprints d'innovation avec Technologia et ma collègue également, Annie Gauthier, va animer un volet, une formation un petit peu plus pour les gestionnaires. Donc, comment mobiliser l'équipe pour innover. Donc, ce sera le 11 et le 3 juillet. On est en virtuel, c'est la réalité d'aujourd'hui, bien sûr. Alors, j'arrête le partage et je vais me diriger dans les questions. Première question, n'oubliez pas aussi de mettre vos prénoms, vos noms et prénoms si vous voulez me poser des questions. C'est plus facile si jamais je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui. C'est plus facile de vous rejoindre et de vous donner une réponse. Donc, j'ai une question anonyme. On dit, le leader doit-il être dans le groupe ou il est à côté du projet? Bonne question. Le leader, tout à l'heure, je parlais que dans mes projets, j'en ai au moins 2 leaders. J'ai le leader qui est ambassadeur. Donc, le leader ambassadeur, lui, je vais plutôt l'inviter en début. Donc, lors de mon atelier de lancement, lui, je vais vraiment lui donner une place qui est très importante. Aussi, ce leader-là, je vais l'inviter très, très, très fréquemment. Donc, à venir voir les résultats, venir voir les idées, venir donner son point de vue sur ce qui a émergé dans le cadre de ces ateliers-là. Partie prenante, mais il ne reste pas toute la journée, hein. Il vient sur invitation. Ça, c'est moi qui définis dans mon scénario à quel moment il doit venir stratégiquement. Puis, c'est un rôle de motivation aussi. Puis, un rôle pour protéger aussi
le droit d'innover, le droit de sortir des sentiers battus. Et le deuxième leader que je parlais aussi plus tôt, c'était davantage le gestionnaire décisionnel. Donc, lui, oui, je vais vouloir le mettre dans le groupe. Et même s'il n'est pas 100% actif, parce qu'il ne fera pas partie nécessairement d'une équipe, mais il va être dans la salle. Des fois, il s'installe avec son poste de travail, il travaille sur ces choses, mais lui peut être sollicité en tout temps pour faire des interventions. OK? Mais il n'est pas dans une équipe. Il fait partie de l'aventure de A à Z, mais il n'est pas dans une équipe, mais il répond, il est disponible en tout temps. Alors, j'espère que ça a répondu à cette question-là. J'ai une autre question. Comment créer un sentiment d'urgence? Comment ne pas tomber dans la dérive? Tout devient urgent. Effectivement, le sentiment d'urgence, des fois, devient éphémère. C'est ce qu'on se rend compte. Bien, ça, c'est dans la capacité de l'organisation. Donc, moi, je travaille personnellement plus avec des... je ne vais pas les appeler les comités d'innovation, mais c'est des regroupements de leaders qui viennent de l'ensemble de l'organisation, qui se penchent sur les projets qui devraient être menés en mode innovation dans l'organisation. Et ils le font en collaboratif, ça, de regarder c'est quoi les opportunités, les problématiques les plus complexes. Et ils font la priorisation ensemble. S'ils n'ont pas développé une capacité à prioriser, s'ils n'ont pas mis de critères pour prioriser, ils doivent le faire parce qu'ils vont se rendre compte de pourquoi un projet plus qu'un autre. Sinon, effectivement, on a l'impression qu'on lance partout, puis on lance les projets partout, puis les gens, à un moment donné, ce qu'ils vont percevoir, c'est que la crédibilité des initiatives va diminuer. Donc, moi, ce que je recommanderais pour ça, il ne faut pas juste créer le sentiment d'urgence, il faut créer aussi la capacité de l'organisation à structurer les efforts d'innovation, puis qu'ils soient capables de justifier pourquoi là, c'est important qu'on travaille sur ce projet-là. Ça ne se fait pas en silo. Ça se fait en mode transversal dans l'organisation. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Pour l'instant, c'est les deux questions que j'avais. Je vais attendre peut-être il y a une autre question de Brian. Est-ce qu'il y a un risque de créer trop de grandes attentes envers les clients lors des entrevues exploratoires? Je pense que ça, c'est une très bonne question. Les attentes, il n'y auront pas nécessairement beaucoup d'attentes dans le sens où on n'amène pas de solution. On exerce de l'empathie face à une situation donnée, on les écoute et on leur mentionne, écoutez, ça, nous, on est dans une démarche où on va tenir vraiment au sérieux vos propos, vos besoins. Par expérience, il y a même des clients qui disent, moi, je serais... super intéressé à venir brainstormer avec vous. Donc, on est souvent même très surpris de voir la réaction des gens qui sont prêts à venir nous aider dans la quête de solutions parce qu'eux, ils vivent les problématiques. Hein? Fait que ce qu'ils souhaitent, c'est que l'organisation se penche sur des solutions. Ils sont, je pense, dans un premier temps, juste heureux d'être entendus. Et je pense que c'est à nous aussi de dire, bon, les prochaines étapes, et d'être en mesure de mentionner que ça s'inscrit dans un courant quand même assez large parce qu'effectivement, ce n'est pas des choses qui vont être implantées nécessairement demain matin. Donc, plus mettre l'accent sur aujourd'hui, on est là pour vous écouter. Et ensuite de ça, les équipes vont être en mesure de générer des idées qui vont être éventuellement implantables dans le futur. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant qu'on se laisse. Donc, déjà, 12h46. Sinon, je remercie vraiment tout le monde d'avoir été du rendez-vous aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à les mentionner. J'avais une autre question. Donc, quelles sont les meilleures approches pour améliorer la motivation d'utiliser les produits? La première chose... je réfléchis là, quelles sont les meilleures approches pour améliorer la motivation d'utiliser les produits. La première chose, c'est de comprendre c'est quoi ces motivations-là. C'est la première chose. Puis
Dans les organisations, ce que je mentionnais tantôt, c'est que les organisations qui savent, comprennent ces motivations-là, c'est plutôt rare. Donc, on fait les choses, on fait les produits, puis on fait les services, mais on ne se questionne pas sur qu'est-ce qui motive. À partir du moment qu'on sait qu'est-ce qui motive les gens, et là, c'est vraiment, comme je mentionnais tantôt, les processus d'idéation qui vont venir dire, bon, bien, si c'est important, par exemple, pour Catherine de pouvoir travailler dans le train, bien, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, à quoi on peut penser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut articuler comme nouveau service autour de ça, qu'elle puisse maximiser son temps puis travailler. Donc, c'est ça la création de valeur, puis c'est comme ça qu'on va augmenter, améliorer la motivation. Encore une fois, des passagers. Donc, ça part vraiment, de la compréhension fine de ces motivations-là. J'espère que ça a répondu. Donc, gênez-vous pas, comme je mentionnais, à poser des questions par la suite. Si jamais je n'ai pas eu le temps d'y répondre aujourd'hui, à ce moment-là, on va vous envoyer un petit courriel. Alors, je vous souhaite sur ça une très belle journée. Passez une très belle après-midi et puis au plaisir de vous revoir peut-être dans une des formations. Au revoir.